être force spéciale, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il va falloir qu'on soit leader. Même de soi-même, hein. Quand on reçoit le pincement sur le bras et qu'on sait qu'à l'intérieur de cette pièce, il y a 2 terroristes armés et qu'il faut rentrer, à ce moment-là, c'est toi qui es en tête de colonne et c'est toi qui deviens le leader du groupe. Même si ça fait que 3 ans que tu es dans le groupe. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, bienvenue Matt sur le podcast. Merci de me recevoir. Je suis ravi de t'accueillir. Un grand merci d'ailleurs à Teddy pour la suggestion de mise en relation. Teddy, si tu nous écoutes, merci. Je vais devenir le podcast non officiel des anciens commandos marines, j'ai l'impression. Pas officiel, bientôt. C'est clair. Mais en tout cas, moi, je suis ravi que tu puisses prendre un petit peu de temps aujourd'hui avec nous pour nous parler de ton parcours, puisque tu seras, si je ne me trompe pas, bientôt ex-commando marine, mais pour le moment, tu l'es toujours. Exactement, ouais. Dans quelques mois, je suis bientôt ex, mais là, je suis en pleine reconversion. Super. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est que tu nous parles de ce que tu as décidé de partager avec le plus grand nombre, puisque tu sors un livre qui est déjà disponible. Alors non, il sort officiellement le 19 novembre, et parce qu'il y a il y a une pénurie de papier dans le monde apparemment. Donc, il y a toujours des problèmes d'approvisionnement. La photo Covid, mais on ne sait pas trop. Et voilà, il y a eu un mois de retard en fait, donc il sort le 19 novembre. Et ce week-end, normalement, je reçois les premiers livres parce que j'ai une dédicace samedi à Lorient. Voilà, je les aurai en main pour la première fois. Génial. En même temps, tout le monde. Génial. Ah oui, alors ça va être pour ça que je me suis embrouillé parce qu'il me semblait tu avais des séances de dédicaces prévues plus tôt que ça, non? Initialement. Ouais, c'est ça, samedi prochain, le 6 là. Excellent. Super, donc écoute, j'ai hâte qu'on discute de tout ça. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter, nous dire quel a été ton parcours dans les grandes lignes. Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis arrivé en fils de militaire, donc j'ai extrêmement voyagé pendant toute mon enfance. Ensuite, j'ai eu un ultimatum par mes parents. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, j'ai assez vite trouvé, j'en parle dans le livre, c'est pour ça que je m'exprime là-dessus, c'est que très vite, j'ai trouvé ma voie, en fait, grâce à l'époque à un magazine, hein, tout simplement, parce qu'on n'avait pas Internet. Et en décembre 2002, j'ai signé mon contrat dans la marine pour espérer rentrer dans les commandos marines, les forces spéciales de la marine. Donc, j'y suis arrivé quelques mois plus tard. Donc, en juillet 2003, j'ai intégré le commando Jaubert, où là, j'ai fait pendant 6 ans mes armes d'opérateur, d'équipier. Ensuite, je suis parti au chef d'équipe commando. Donc là, je suis devenu chef d'équipe. Donc, je suis retourné encore une fois à Jaubert, au commando Jaubert. Ensuite, j'ai pu passer les tests de sélection pour rentrer dans un groupe spécialisé au sein des commandos marines. C'est celui du contre-terrorisme et de la libération d'otages, le CTLO. Et ça, j'y suis arrivé en 2010, où j'ai intégré le commando Trépel. Donc de 2010 à 2019, j'étais chef d'équipe chez eux. Et ensuite, j'ai pris les rênes d'un groupe du CTLO commando Pinfintegno, et de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai donné les clés du groupe à mon adjoint, qui est lui devenu chef. Et voilà, tout se passe bien. Et moi, maintenant, je suis en pleine reconversion. Et
voilà, je discute avec pas mal de sociétés pour trouver un avenir sympa. Génial, génial. Punaise, sacré parcours. Peut-être que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le CTLO, parce que bon, les commandos marines, je pense que ça parle au plus grand nombre, tu vois, même s'il y a des gens, même si on n'est pas forcément dans cet univers-là, il y a eu des reportages, etc. Donc c'est vrai que c'est un univers qui s'ouvre un petit peu plus, j'ai l'impression. Mais le CTLO en particulier, comment est-ce que c'est organisé? Enfin, par rapport à avec ce que tu peux partager évidemment, et quelles sont ses missions? Alors, le CTLO, c'est le groupe de contre-terrorisme et de libération d'otages. Donc, chaque mot définissent ce qu'on peut faire comme mission. Ensuite, à l'époque, quand je suis arrivé au commando, il y en avait que deux. Donc, un à Jaubert, un à Trépel. Ensuite, on a décidé d'en créer deux de plus. Et du coup, maintenant, il y a un CTLO dans chaque commando, c'est-à-dire il y en a 4 à Lorient et il y en a 2 à Toulon, parce qu'il y a des CTLO au commando Hubert. Voilà. Ensuite, comment ça s'organise? On est une dizaine de gars avec un minimum de 6 ans d'expérience. Et voilà, nous, il y a des sélections qui sont réalisées une fois par an. Donc, c'est des Ah oui. sélections d'une semaine. Pendant une semaine, en fait, on va tester les gars qui veulent rentrer chez nous au niveau du tir, de l'analyse de situation. C'est surtout ça, en fait. On analyse comment le gars réagit face à différentes situations. Ça peut être un accident de la route et du coup, il doit gérer la sécurité. Puis d'un coup, il y a un mec armé qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Enfin voilà, c'est différentes situations et à chaque fois, il travaille pendant toute cette semaine, il va travailler tout seul. Et comme ça, on va pouvoir bien le noter et bien le sélectionner. Donc on a voilà, il y a environ par an, il y a environ 4 mecs qui réussissent à rentrer dans le groupe CTLO. Et ces 4 gars sont dispatchés dans 2 ou 3 CTLO. Donc il n'y a pas beaucoup de recrues tous les ans, parce que bon, c'est assez spécifique. Mais voilà, faut qu'on garde notre force, notre spécialité, quoi. On peut pas prendre n'importe qui, malheureusement, mais parce que après, au bout du compte, on part en mission. Donc les missions dans CTLO, c'est environ une fois tous les 16 mois, on part en mission pour pour le contre-terrorisme et libérer des otages. D'accord. Et donc, tu disais qu'il y a 6 CTLO. Chacun a sa spécialité ou pas forcément? Non, pas forcément. On est tous justement, on travaille énormément là-dessus, c'est qu'on essaie d'avoir tous d'avoir tous un tronc commun. On va appeler ça comme ça. On sait tous faire exactement les mêmes choses. Après, c'est sûr, en fonction du chef, ça a enfin voilà, il y a des petites subtilités qui arrivent. Mais non, on essaie d'avoir tous le même. Comme ça, on peut s'échanger. Un jour, si on travaille ensemble, on a tous les mêmes fondamentaux et comme ça, ça nous protège. C'est pour notre sécurité, tout simplement. Ok. Waouh. Et qu'est-ce qui fait que t'es resté aussi longtemps finalement dans la marine? Et je te pose la question parce que tu es, je crois, le quatrième commando ou bientôt ex-commando avec qui j'échange. Et pour le moment, ce que j'ai observé, c'est plutôt des parcours qui s'arrêtent au bout de 10 ans. Tu vois, que ce soit Teddy, Louis, Tony. Toi, tu es quand même allé vachement plus loin. Et puis, si je comprends bien, avec la moitié de ton parcours au sein d'une unité d'élite dans les unités d'élite. C'est Donc, exactement ça. c'est ça, ouais. Et qu'est-ce qui fait que la flamme a continué à brûler pour toi sur quasiment 20 ans? Bah, en fait, c'est un métier de passion, hein. Les forces spéciales, moi, quand j'avais 19 ans, voilà, dans ma petite chambre, à l'époque, j'étais en Martinique. Je me suis dit, enfin voilà, j'ai d'un coup été passionné par ce monde-là. Et voilà, j'ai travaillé, j'y suis arrivé. Et si on m'avait dit que c'était à 500 euros par mois, je l'aurais fait. En fait, l'argent n'avait pas d'importance pour moi parce que j'étais passionné par ce métier. Et puis voilà,
Et puis on arrive, on est quand même bien soutenu. La marine fait beaucoup de choses pour nous. On travaille en équipe. Donc au bout d'un moment, on est tous des amis, hein. On devient tous des amis. Et voilà, moi le matin, tous les matins, je me levais, j'avais pas l'impression d'aller au travail. Et ça pendant 20 ans. Pourtant, enfin voilà. Et puis on a un rythme de vie qui est assez bien. Tous les matins, on a un minimum 2 heures de sport. Ensuite, on travaille individuellement sur notre matériel pour ensuite l'après-midi travailler en groupe, faire des missions, des entraînements, etc. Donc, et puis quand on est en France, on est assez libre. C'est-à-dire que le chef de groupe peut décider, OK, cet après-midi, par exemple, voilà, on prend tous notre planche de surf et puis on va surfer. Moi, j'organise souvent des matins, les gars, ce matin, vous faites ce que vous voulez, vous allez surfer, vous allez faire du foot. Enfin voilà, on est assez libre. Mais par contre, quand on demande être au rendez-vous, et ben là, les gars, bien sûr, les gars, ils sont à fond, ils sont à 100%. Enfin, voilà, c'est un métier de passion. Et en plus, dans ce métier-là, il est bien géré et on crée une osmose. On a vraiment l'impression d'avoir une deuxième famille. Alors, tu parles de famille, peut-être pour continuer sur ton parcours en général avant de rentrer dans le détail. Je suppose, vu ce que j'ai lu, et même si, encore une fois, on connaît très peu en tant que civil cet univers, mais que c'est quand même aussi une vie avec des sacrifices, ne serait-ce que du fait de ta disponibilité, la disponibilité qui est exigée de la part de chacun au sein des commandos. Comment est-ce que tu as réussi au fil des ans à conjuguer une vie de famille et un engagement total pour la France? Alors, ça se fait petit à petit. Voilà, j'étais comment dire, commando. Ensuite, bah voilà, on trouve quelqu'un avec qui faire notre vie. Et tout simplement, cette personne-là, elle comprend le métier qu'on fait et puis elle nous suit à 100%. Et puis nous, on pourrait pas être aussi bon si on n'avait pas la famille qui nous soutient derrière. Donc ouais, voilà, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que bah oui, des fois ça se passe mal au boulot et puis bah à la maison ça fait du bien. Des fois c'est l'inverse. Donc voilà, c'est difficile à expliquer, mais ça se conjugue bien généralement. Mais voilà, après les militaires, on a beaucoup de déploiements. Souvent ça dure 4 mois. Donc là c'est pas évident, surtout que la dernière mission que j'ai réalisée, c'était la première fois que j'avais parce que j'ai un petit qui a 3 ans. Donc c'était la première fois que je partais avec un petit qui reste à la maison. Donc là, c'est pas évident parce qu'on se rend compte que lui, il comprend pas. Et bah voilà, il évolue très très vite. Et puis on a envie d'être près d'eux, mais après 4 mois, c'est vite passé, hein. Quand on a beaucoup de choses à faire dans le pays en question, 4 mois, ça passe très vite. Et puis on a des femmes qui sont aussi fortes que nous, on est forts sur le terrain, à gérer la maison, à gérer les tracas de tous les jours. Et bah voilà, c'est elles les boss à la maison, hein, il faut le dire. Heureusement qu'elles sont là. Et c'est pour ça que nous, on est un peu plus serein. Bon, voilà, c'est quand ça se passe bien à la maison, ça se passe bien au boulot. Et quand ça se passe pas bien à la maison, et ben faut faire en sorte que faut pas hésiter à se l'avouer et puis à en parler avec les copains. Parce que eux aussi ont des problèmes et puis on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à avoir des problèmes. Et du coup, c'est un peu plus facile à gérer. Ça, c'est vraiment une notion qui me fascine chaque fois que j'échange avec des gens qui sont passés par les forces spéciales. C'est cette notion de groupe et de solidarité. Alors, peut-être que j'ai pas eu de chance en entreprise. C'est pas que je l'ai pas du tout trouvé ou j'ai trouvé l'inverse. Tu vois, j'ai passé 7 ans, je viens de terminer là, j'ai passé 7 ans chez Apple. Avec des expériences globalement positives, tu vois, avec un bon sens du travail en équipe. Mais par rapport à l'intensité, j'ai l'impression que vous vivez au sein des groupes, ça a juste rien à voir. Et je me pose souvent la question, est-ce que c'est possible, et d'ailleurs je te la pose à toi aussi, est-ce que tu penses que c'est possible de retrouver ce niveau de cohésion et de fraternité, pour reprendre un terme que j'entends souvent dans l'armée, dans le monde civil?
Oui, complètement. Bah, moi, je suis en passe de découvrir le monde civil. Donc, on verra ce que je peux faire à ce niveau-là. Mais moi, j'y crois. Et d'ailleurs, je pense que ce serait un objectif pour moi si dans la société où j'arrive, eh ben, de créer cette fraternité. En fait, je pense qu'il faut casser les habitudes. Euh, on peut pas tous les mois, enfin toutes les semaines, tous les mois, venir au boulot, faire son taf et puis échanger deux, trois mots avec quelqu'un. Euh, c'est euh, c'est bien parce que le boulot reste important, mais je pense qu'on peut être beaucoup plus efficace si, ne serait-ce qu'une fois par semaine, on bloque une demi-journée où là, tout le monde se rencontre, tout le monde réalise quelque chose ensemble. Ça peut être une sortie vélo, hein, ça peut être allez, on va tous à la piscine, on va voir qui c'est qui est le meilleur en apnée, etc. Et puis, en fait, créer cet engouement que nous, on fait tous les jours sans se rendre compte, hein. Et dans une société, je pense que on peut y arriver avec un peu plus de difficulté, mais on peut y arriver. Je pense qu'on en retrouve aux États-Unis d'ailleurs. Je pense que Apple aux États-Unis, enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont créées. Je pense qu'il y a des salles de sport dans la boîte, il y a énormément de choses. Il y a des cours privés, il y a de la sophrologie, enfin j'en passe. Mais enfin, voilà, je pense que faut qu'on prenne exemple sur les Américains à ce sujet. Ils sont très très forts au niveau de leur créer une osmose au sein d'une société. Ouais. C'est réalisable. Mm. Bon, le message est lancé. Excellent. Super. Eh ben, écoute, pour commencer doucement la transition vers le cœur du sujet, quand est-ce que tu t'es dit que tu voulais partager ton expérience et tes apprentissages de 20 ans dans les forces spéciales au plus grand nombre à travers ton livre? Ouais, ben, alors d'un coup, en 2018, j'étais en mission en plein milieu du désert et je me suis dit, on n'avait pas grand-chose à faire. C'était une mission assez calme. On, on essayait d'avoir pas mal de renseignements avant de passer à l'action. Et pendant quelques mois, on a rien fait. Et au bout de 2 semaines arrivé sur le territoire, je me suis vite rendu compte de ça. Et je me suis dit, allez, faut que je fasse quelque chose en fait de mon temps libre. Et c'est en salle de sport, je me suis dit, ok, depuis tout petit, on nous rabâche dans toutes nos formations. Euh, allez les gars, avancez, avancez, c'est dans la tête, ça se passe dans la tête. Mais à aucun moment, il y a personne. Personne n'a pris le temps de nous expliquer comment ça se passait dans la tête d'un gamin de 19 ans qui, bah voilà, qui est fort physiquement, mais en fait, face à la première difficulté, tout s'écroule. Et on est tous passés par là. En fait, je me suis dit, mais oui, il faut que avec mon expérience, il faut que je transmette ça aux plus jeunes. Et en fait, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, j'ai tout simplement ouvert une page YouTube, comment écrire un livre. Et je me suis formé pendant quelques jours. Et puis après, je me suis lancé. Et je me suis obligé à écrire 2 heures par jour. Donc, que ce soit le matin, l'après-midi, la nuit. Dès que j'avais un petit peu dès que j'avais une idée, je me mettais sur mon ordinateur ou en salle de sport. Je me rappelle qu'en salle de sport, je prenais mon téléphone et je m'enregistrais. Ah oui. Et en fait, ouais. Parce en sport, on a énormément d'idées, hein, parce que voilà, le sport, c'est créer beaucoup de choses à l'intérieur. Et du coup, on est un petit peu euphorique. Et faut s'en servir pour réfléchir à des choses, à des objectifs, pour ensuite quand on est plus au calme, les retranscrire. Et moi, j'ai eu cette idée-là d'écrire un bouquin. Et j'espère vraiment qu'il va aider les plus jeunes et les moins jeunes à atteindre leur objectif. On peut être chef d'entreprise et se retrouver dans les quelques lignes que j'ai pu écrire en leadership, en gestion du stress notamment. Voilà comment c'est parti. Et alors, ce livre, comment est-ce que tu l'as structuré? Si je me souviens bien, il y a quatre grandes notions que tu abordes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la confiance en soi, le leadership, la gestion du stress et le courage. C'est les 4 valeurs qui sont pour moi très importantes pour devenir force spéciale. Ces 4 valeurs se situent au centre du livre. On va dire que c'est le cœur du livre.
Et à travers toutes ces valeurs, la confiance en soi, par exemple, à chaque fois, j'explique je relate des missions qui se sont réellement passées. Et en étant un petit peu, ouais, voilà, distant à quelques points de détail, bien sûr, hein, pour rester, pour garder un petit peu ce secret, et puis pour pouvoir l'écrire et le diffuser. Et à chaque fois, j'en tire, en fait, j'explique comment j'y suis arrivé. Par exemple, avoir un peu plus confiance en moi, comment j'y suis arrivé, par quelles actions j'ai acquéri un peu plus de confiance en moi. Et ensuite, j'explique dans une mission. Et ensuite, je dis les actions à réaliser pour ceux qui n'ont pas assez confiance en eux ou pas assez de courage, ou etc. Ça se travaille, hein, c'est comme tout, ça se travaille. Super. Je trouve que c'est une démarche qui est absolument géniale. Surtout, alors encore une fois, hein, je suppose beaucoup, mais j'imagine que 20 ans dans les forces spéciales, ça a dû être un rythme particulièrement intense. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu aies pris le temps de regarder dans le rétroviseur, en fait, tu vois, et de tirer des enseignements de tout ce que tu as pu vivre pendant ces 20 ans et puis surtout de le partager. Et donc, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses qu'on fasse un petit peu de teasing par rapport à ton livre Objectif Force Spéciale et Ouais. qu'on balaye ces 4 notions et puis sans forcément rentrer trop dans le détail parce qu'on va quand même pas tout dire. Ouais. Faudra que les gens qui sont intéressés aillent lire ton livre. Mais que voilà, peut-être qu'on évoque une mission, toi, la façon dont tu conçois cette notion de leadership, de gestion du stress, de courage, etc. Et puis voilà, Ouais, ça bah, te c'est va? bien. Bah, on va commencer peut-être par la confiance en soi. En fait, pour être confiant, en fait, c'est un cercle, hein, il faut être fort mentalement, tout simplement. Voilà. Et on peut pas avoir confiance en soi si on ne, si, comment dire, on peut pas faire ce métier si on n'a pas confiance en soi. Parce on va être face à des situations compliquées et c'est impossible de faire ce métier si on n'a pas un minimum confiance en soi. Donc, par exemple, moi, je me suis retrouvé, bah, notamment pour les sélections CTLO, dans une situation compliquée où j'étais tout seul et je l'écris dans le livre, où il y avait, voilà, les gars qui sont là à me regarder, euh, et puis, bah, toi, tu es tout seul face à ta situation, et puis j'étais dans un stand de tir, enfin, ça c'est pas, enfin, je devais faire du renseignement, grimper au-dessus d'un grillage, aller prendre des renseignements à l'intérieur d'une maison pour aller écouter de, un échange entre deux mecs. Et ensuite, je devais m'exfiltrer dans une voiture au centre-ville. Et puis là, cagoulé, et puis on me posait des questions. J'étais dans le coffre, dans la voiture, on me posait des questions. Et bon, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Et puis je devais tout leur dire, leur raconter. Et puis en fait, j'étais noté là-dessus. Et arrivé sur base, ben voilà, par rapport à tout ce que tu as vu, tout ce que tu sais, et ben tu dois neutraliser le gars. Donc là, c'était la seule question que j'avais pas eu réponse, en fait. J'avais zappé complètement et je me suis dit, OK, je me suis posé, j'avais 1 minute hein, pour réaliser mon tir. Et pendant 1 minute, je me suis dit, OK, allez Mathieu, tu as confiance en toi, tu sais que tu peux y arriver, etc. En fait, j'ai eu un dialogue interne. La première des choses, c'est quand on est face à une situation et on manque de confiance en soi, faut se dialoguer intérieurement. Il faut essayer de se créer une petite bulle de confiance. Quoi qu'il arrive, je me crée ma bulle et je vais trouver la solution, et puis au bout d'un moment, c'est venu. Tout simplement, je me suis rendu compte que voilà, il y a eu un détail, le t-shirt jaune, je crois que c'est ça. Et ben voilà, il y avait un mec qui avait un t-shirt jaune, et puis bah voilà, j'ai tiré sur la cible, hein, la cible en papier, hein, parce que c'était les tests. Et voilà, bah, j'ai réussi ma mission. Donc en fait, je le raconte dans le bouquin. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider, c'est-à-dire il y a il faut croire. Il faut croire en soi-même. On peut pas se dire, de toute façon, je suis nul, je suis pas bien. Ça s'appelle les croyances aidantes. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui monte à la corde et que nous, on n'y arrive pas, faut pas se dire, OK, moi, je suis nul, j'y suis pas arrivé, je suis nul. Non, faut se dire, la prochaine fois, je vais y arriver. Comment lui, il y est arrivé? Faut se poser des questions. En fait, tout ça va nous permettre bah, de, ouais, voilà, faut croire en soi.
il faut avoir des visualisations positives. C'est-à-dire que le mec qui prépare une compétition judo, par exemple, il doit visualiser sa victoire. Il doit vraiment, dans sa douche, quand il est dans la voiture, il doit vraiment visualiser ce qui va le faire gagner. C'est-à-dire, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être Teddy Riner face à nous, on s'en fout. Le but, c'est de visualiser les quelques gestes. Et ben, ces gestes, ils vont nous permettre de gagner. Et ça, il faut se répéter, il faut le répéter un maximum de fois. Et en dernier, c'est les actes. Il faut réaliser des choses. Je l'écris dans le bouquin aussi. Bon, ça, je ne veux pas en parler. Moi, je suis un footballeur depuis tout petit. Et arrivé à Lorient, j'ai pas hésité à m'insérer dans le stade. Moi, j'y suis arrivé, je dirais pas comment. Et j'ai été frappé au bureau de l'entraîneur. Et voilà. Et j'avais le cœur qui battait à 3000. Et quand je suis sorti de là, j'avais un petit papier disant que bah voilà, je pouvais revenir quelques mois plus tard pour essayer de rentrer en l'équipe réserve. Hein. Mais j'y suis arrivé. J'avais réussi. J'avais créé quelque chose. J'avais réalisé un acte qui m'a permis d'être plus confiant. Voilà. Voilà. C'est au niveau de la confiance en soi. Bon, j'en parle beaucoup plus hein, dans le livre, mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui là-dessus. Super. C'est marrant que tu aies pris l'exemple du judo parce que en fait, empiriquement, je me suis rendu compte quelques années après que c'est exactement ce que je faisais pour mes premiers championnats de France, tu vois. J'avais à l'époque, bon, il n'y avait pas de smartphone, donc quand je démarrais mon téléphone, tu pouvais personnaliser un message. Et donc moi, mon message, j'avais, quel âge j'avais? Je sais pas, j'avais 14, 15 ans peut-être. C'était champion de France, tu vois. Et Ouais. j'avais ça pendant 8 mois, quoi. Donc chaque fois, tous les matins que j'allumais mon téléphone, j'avais champion de France. Et c'était quelque chose, voilà, tu parlais de visualisation, de projection, de croyance aidante. C'est clair que pour en avoir fait l'expérience assez jeune, ça marche, quoi. En tout cas, ça ne peut que te mettre dans les meilleures conditions pour des échéances importantes. Génial. Ouais, Super. Donc là, ouais. on a couvert la confiance en soi. Deuxième notion, laquelle tu veux aborder? Alors, on va parler de leadership. On va parler. Ouais. Ça, c'est quelque chose que c'est difficile à acquérir. Pour moi, le leadership, c'est une identité. Depuis tout petit, soit on est un leader, soit on ne l'est pas. Mais on peut le travailler et on peut le devenir. On peut pas. En fait, pour être force spéciale, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il va falloir qu'on soit leader. Leader, même de soi-même. Hein. Quand on reçoit le pincement sur le bras et qu'on se dit et qu'on sait qu'à l'intérieur de cette pièce, il y a 2 terroristes armés et qu'il faut rentrer, à ce moment-là, c'est toi qui es en tête de colonne et c'est toi qui deviens le leader du groupe, malgré tout. Même si ça fait que 3 ans que tu es dans le groupe, c'est toi qui deviens le leader. Donc voilà. Et comment y arriver, comment le faire? En fait, c'est un travail de longue haleine, mais il faut savoir, un leader, bah voilà, il doit savoir communiquer sa passion. Voilà, un chef de groupe. Moi, je suis rentré dans la marine. Mon chef de groupe, il a tout de suite réussi à me communiquer sa passion de l'arme, sa passion de tout, enfin de tout ce qu'on peut retrouver dans notre travail. Mais et il faut savoir aussi fédérer, parce que savoir fédérer, c'est hyper important parce que du coup, les gens nous regardent, nous écoutent. Il faut pas dire n'importe quoi. Un leader, il doit être exemplaire, tout simplement. Franchement, on peut pas demander à des gens quelque chose si ce qu'on reflète, c'est pas ce qu'on demande, tout simplement. Il faut vraiment être aussi ambitieux. On peut pas être un leader sans avoir d'ambition. Un leader se doit d'avoir un ou deux, ou voire même 3 coups d'avance sur le reste de son groupe. Et même si on est chef d'équipe ou c'est-à-dire on va dire soldat, ok, on peut être leader. Hein. On peut avoir un coup d'avance sur le chef de groupe. Ça peut arriver. Il faut simplement savoir le faire et savoir le dire. Et ensuite, voilà, un leader, il doit savoir être à l'écoute de ce qui se passe tout autour de lui. C'est-à-dire géographiquement, même voilà, quand on arrive dans un milieu et d'un coup, en fait, il faut savoir sentir les choses.
Moi, quand je rentre dans un bâtiment où je sais que dans un hôtel où voilà où on doit aller reconnaître cet hôtel alors qu'il y a des terroristes à l'intérieur, il faut sentir les choses. On peut pas aller on peut pas avoir cet effet tunnel, on appelle ça, hein. Il faut avoir un petit recul et il faut sortir les choses. Il faut se positionner en tant que leader, dire on va là, on bloque ici. Enfin, il faut être décisif. Il faut savoir prendre des décisions au bon moment. Voilà. J'ai Voilà l'impression ce que je peux d'entendre une dire forme là-dessus. d'intelligence situationnelle aussi. Je ne sais pas si c'est un terme qui te parle, mais j'ai un peu Oui, l'impression d'entendre ça quand tu l'expliques. Ouais. ouais, c'est une analyse de situation tout de suite. Dès qu'on met le pied quelque part, faut analyser. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un restaurant, par exemple, avec sa femme, et tout d'un coup, il voit que il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et puis, enfin, ça se sent. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de le faire, hein. Ça, c'est surtout les mères de famille. Elles le sentent très très vite quand il y a quelque chose qui va pas avec leur enfant. Donc voilà, c'est ce petit truc-là en fait. Il faut qu'un leader il faut qu'il l'ait en soi. Et moi, je Hmm. reviens là-dessus, c'est vraiment une identité. C'est un dialogue interne, encore une fois, faut se le dire. OK, aujourd'hui, je vais être leader. Par exemple, si on a prévu une conférence, et ben aujourd'hui, je serai leader, c'est moi qui veux mener tout ça, etc. Faut anticiper. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Mais j'en parle, hein, notamment d'une mission où très jeune, mon chef de groupe m'a mis en chef de détachement pour aller sur deux bâtiments français contre la piraterie somalienne. Et j'en parle dans le bouquin où là, je me suis senti leader parce que j'avais une quarantaine de personnes sous mes ordres. Et face à nous, il y avait les pirates. Donc, on a subi plusieurs attaques. Fallait réagir. On est seul au milieu de l'océan, donc faut pas faire n'importe quoi. Et quand on a 27 ans, non, j'avais 26 ans à l'époque. Voilà, faut se sortir les doigts, comme on dit, hein, vulgairement, mais c'est comme ça que ça se passe. Et Et là, faut faire. sur cette, pardon, excuse-moi, Matt, mais sur cette mission spécifiquement, du coup, ça a été quoi ton dialogue quand tu as su que ça allait être toi le chef de détachement? Ah bah, j'étais très honoré, hein. J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit, en fait, c'est ça, c'est ce chef de groupe-là, il me communique sa passion. Et il m'a dit, mais si tu es capable de le faire. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, OK, si lui, le chef, me dit que moi, je suis capable de le faire, donc c'est parti. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, je j'ai pas hésité en fait une seconde. Il y a des moments où il y a des moments où on est dans le doute, mais quand on est chef à notre niveau, on se doit de ne pas le montrer aux autres. Il faut juste savoir l'encaisser, peut-être poser des questions, etc. Mais quand on est leader, voilà, les moments de doute, faut les éviter. Mais par contre, ils arriveront quoi qu'il arrive. Mais il faut essayer de les cacher malgré tout. Et puis, voilà, être à l'écoute. Je reviens là-dessus, c'est être à l'écoute des autres. Et les autres, malgré tout, pourront nous aider à réaliser, et ouais, à trouver la bonne solution, la solution la plus efficace. Excellent. Alors, tu parlais d'exemplarité aussi. Euh, est-ce qu'il y a peut-être une anecdote sur alors soit cette mission, soit une autre qui pourrait illustrer ça, cette notion d'exemplarité? Alors, l'exemplarité, ouais, il faut. Bah, en fait, on va dire que c'est un tout. En fait, c'est sur mes 20 ans de carrière. On peut pas. C'est compliqué de dire, bah là, j'ai été exemplaire. Parce que ouais, c'est compliqué de le dire comme ça, mais ouais, surtout sur la longévité. On peut pas. Il faut être exemplaire à tout niveau, tout le temps. C'est sûr, il y a des moments où on fait des erreurs, mais ce sont des petites erreurs, on va dire. Il faut vraiment être exemplaire au niveau de la, l'humilité. C'est ce qui nous caractérise le plus. Là-dessus, on peut pas se permettre de se la péter quand on discute avec quelqu'un qui nous pose des questions. On peut pas se la jouer star. Non, non, faut garder son humilité parce que c'est quelque chose qu'on a choisi. Et on l'est pas devenu, donc on l'a choisi. Donc c'est normal qu'on arrive à ce niveau-là de formation. C'est comme un footballeur professionnel, il l'a choisi. Et voilà, il faut. Je sais pas si eux sont très humbles, mais enfin, je pense que oui, pour la plupart. Mais il faut garder cette humilité et grâce à cette humilité, on devient exemplaire. Et l'exemplaire, être exemplaire, c'est pas nous en fait qui
le décidons, c'est les autres en fait qui nous qualifient. Ok, moi, je trouve que ce mec est exemplaire et du coup, je vais le suivre. Je pense qu'il a la façon de faire et je pense que c'est la bonne façon. Et je vais le suivre. Et du coup, pour moi, ce mec, il est exemplaire, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, après 20 ans dans les forces spéciales, tu dirais que Matt est exemplaire ou a été exemplaire? Bah, en fait, non, je dirais pas que j'ai été exemplaire parce que ça serait pas, ça serait compliqué de raconter ça. Mais euh, par rapport à ce que les gens me retournent, par rapport à tout ce que je reçois, même en ce moment, hein, par rapport à, enfin voilà, moi quand j'étais chef de groupe, les gars voulaient venir dans mon groupe. Je leur demandais, mais dans quel groupe tu veux aller? Bah, moi, je veux aller dans ton groupe. Bah, voilà, bah, je me dis, bon, bah, c'est que le boulot, je le fais quand même assez bien, du coup. C'est vraiment par rapport à ça. Le sentiment des autres me font dire que, oui, j'ai l'impression que, voilà, je crée une bonne image. Je suis par rapport à d'autres. Voilà. Ça marche. Super, bah écoute, parfait. On a couvert leadership. On passe au courage. Allez, le courage. Ouais, le courage, j'en parle dans le livre. C'est une vertu. Pour moi, le courage, c'est vraiment quelque chose qui en fait, c'est une vertu d'entreprendre des actions difficiles sur des moments bien précis qui ne peuvent, en fait, qui peuvent mal finir, tout simplement. Quand on est courageux, en fait, on on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe et en fait, on réagit. C'est une réaction à un contact, c'est une réaction à voilà, quelqu'un qui est dans la rue qui va se faire écraser. Ben, nous, on réagit. En fait, on se met en danger pour sauver la vie d'autrui. Du coup, dans le livre, j'en parle à travers la mission que j'ai réalisée en Afghanistan, où on a perdu notre pote John, où il est décédé dans un campagne et puis bah voilà, on a dû aller le chercher. Enfin voilà, je parle du courage dans le livre et c'est une introspection sur ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et ça a été un petit peu compliqué de l'écrire, mais voilà, ça fait maintenant quelques années et puis c'est digéré tout ça. Et ça fait du bien aussi d'en parler. Et le courage, c'est quelque chose vraiment qui est très important chez nous. On a besoin de gaillards, quoi. Des mecs courageux, sur deux, qui savent faire des choses qu'on n'avait même pas pensé une seconde. Moi, j'ai vu des gars de mon groupe, hein, euh, ne serait-ce que faire 3-4 mètres à gauche pour ouvrir un angle et puis tomber sur quelqu'un, le maîtriser sans faire un coup de feu. Le mec, il était tout seul face à cette situation et à ce moment-là, le gars, il a eu énormément de courage, quoi. S'il n'avait pas eu ce courage-là, il serait resté à distance, il aurait ouvert le feu. Non, il a préféré garder son arme dans son dos et aller maîtriser le gars. Et je pense que voilà, c'est une vertu qu'on a tous. Ça, par contre, on l'a tous. J'en suis persuadé. Tout le monde a une part de nous. On est tous courageux à un moment donné pour la famille, pour les amis. Enfin voilà. Il faut savoir se dire, OK, aujourd'hui, j'ai peur. Putain, là, j'ai peur. Bon, je sais pas, je prends l'exemple d'une rame de métro, il y a une agression qui est en train de se faire. Eh ben oui, le cœur bat vite. OK, là, j'ai peur, mais j'ai pas le droit d'avoir peur. Il faut que je sois courageux. En fait, encore une fois, c'est un dialogue interne qu'il faut se dire dans l'instant T. À l'instant T, aujourd'hui, je n'aurai pas peur. Aujourd'hui, je serai courageux. Et quoi qu'il advienne. Voilà. Faut, faut aussi, pour être courageux, il faut être missionné. C'est-à-dire, si toi, Loïc, je te donne une mission, OK, ta mission, c'est de, quoi qu'il arrive, de rentrer dans cette maison et puis d'aller sauver ta famille. Et bah, tout de suite, tu vas te déconnecter et tu vas sentir en toi une mission et tu vas être normalement courageux. Tu vas avoir en toi beaucoup de courage pour réaliser ta mission. Et puis, pour finir, ouais, faut se créer une identité. Je suis un homme courageux. Faut se l'avouer. Faut essayer de se persuader soi-même d'être courageux. Pour un jeune, pour quelqu'un qui a pas trop de confiance en lui, qui est pas trop courageux, c'est un petit peu lié, hein, tout ça.
Et ok, aujourd'hui, je serai courageux. Aujourd'hui, je vais rien laisser passer. Mon chef qui m'emmerde tous les jours, je vais essayer de lui discuter un petit peu avec lui, les yeux dans les yeux, et je vais lui dire ce que je pense. Et voilà, c'est ça être courageux aussi. Voilà ce que je peux dire Complètement. là-dessus. Ça fait beaucoup écho, tu sais, en judo, encore une fois, puisque j'ai fait du judo pendant quelques temps. On a un code moral en France. Donc, c'est une série de vertus, de valeurs, oui. Et le courage, justement, je reconnais dans ce que tu as décrit, ça m'a complètement évoqué la façon dont on l'apprend aux jeunes en judo. Le courage, dans ce code moral, c'est faire ce qui est juste. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis, en fait. Quel que soit, tu vois, le risque associé à l'action que tu vas prendre, en fait, tu prends même pas ce risque en compte. Tu fais ce qui doit être fait. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Hein. Mais je le dis dans le livre, c'est facile d'être courageux quand il n'y a rien à perdre. Ouais, C'est facile d'être courageux quand on risque rien. Mais par contre, si le fait d'être courageux et qu'on ne sait pas ce qui va arriver juste après, ben là, oui, là, on peut parler de courage. Ouais. Quand les gars de la BRI à Paris, quand les gars du RAID, quand ils sont rentrés dans le Bataclan, je pense que ces hommes-là, ils ont été très, très courageux, quoi. Ils savaient pas où ils allaient, mais ils y sont allés. Complètement. Et c'est clair que c'est un exemple, je pense, qui parle à beaucoup de gens. Alors, tu as dû me voir me retourner parce que justement, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps sur le courage. Et l'auteur, je crois qu'il s'appelle, Gérard Guerrier. Et qui, d'ailleurs, a échangé avec des anciens, avec je ne sais pas si c'est des anciens, mais des gens de la BRI qui étaient au Bataclan. Je crois qu'il a échangé avec des commandos. Et justement, il parle exactement de ce que tu viens de dire. C'est si quelque part, il n'y a pas de risque, est-ce qu'on peut vraiment parler de courage? Oui, mais totalement. Tu vois? Ouais. Et j'ai trouvé la réflexion très intéressante, tu vois. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, le courage, ça commence pas à partir du moment où potentiellement l'action que tu entreprends comporte des risques pour toi, quels que soient les risques? Mais bien sûr, on peut faire exactement le parallèle avec Alain et Cédric, hein, les deux gars du commando Hubert qui sont décédés. Enfin, voilà, ils respirent le courage, ces deux gars. Quand ils sont rentrés dans cette hutte, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Le seul but, pour eux, c'était de sauver les otages. Et voilà, c'est le courage à l'état pur, c'est exactement ça. Alors pour finir sur la notion de courage, tu évoquais une mission. Là, c'est vraiment pour savoir si on parle la même chose. Est-ce que c'est une mission qui a fait l'objet d'un reportage ou d'un documentaire? Oui, C'est exactement. ça, ouais. C'est HK35, ouais. Donc, Ok. moi, je reviens sur cette mission parce que tout le monde, enfin tout le monde, non, mais la plupart des gens qui s'intéressent au sujet la connaissent. Et d'ailleurs, le reportage de Stéphane Rebojad, pour nous, on l'a pris vraiment comme un cadeau. Hein. C'est un hommage qui a été rendu à John, et pour nous, en fait, c'est également un hommage, quoi qu'il arrive. Même pour la famille de John, vous vous rendez compte, enfin, je parle à tout le monde là, c'est quand quand un père de famille, une mère de famille, une cousine perd un être cher, on se dit mais comment ça s'est passé? Et là, grâce à ça, grâce à ce reportage-là, en fait, tout le monde a eu des images et en fait, ça permet de peut-être de passer à autre chose, ou en tout cas d'être un peu plus serein pour le restant de notre vie, tout simplement. Ouais. Ok. Dernière notion. Ouais, la gestion du stress. Ouais. La gestion du stress, il faut savoir comment gérer son stress. Alors déjà, le stress, comme beaucoup le savent, il y a le bon et le mauvais stress. Il faut savoir le canaliser. Il faut savoir l'identifier. Ok, là, je suis stressé et c'est normal, en fait, tout simplement. Quand j'arrive aux sélections pour devenir commando marine, c'est normal d'être stressé. Et en fait, le plus important, c'est comment dire, il faut éviter aussi le stress inutile. Si 3 semaines avant la compétition ou 15 jours avant le début des tests, si là on commence à stresser, c'est inutile. Il faut tout de suite y réfléchir, se poser,
prendre ses baskets, aller courir et puis dire c'est pas maintenant que je vais commencer à me stresser pour réussir ce que j'ai à faire. C'est vraiment, faut anticiper tout ça. Faut analyser son soi interne, hein, et faut le combattre. Et il faut affronter, faut anticiper et affronter la situation qui va arriver. Et pour ça, pour stresser un petit peu moins, faut encore une fois, faut se mettre en situation. Si par exemple le gars il stresse quand il rentre dans l'eau, et ben il faut à chaque fois qu'il rentre dans l'eau à la piscine ou à la plage, il faut qu'il se dise OK, je suis pas en train de rentrer dans cette piscine, là je suis en haut de la cuve, cette fameuse cuve sombre et très très froide. Et voilà, c'est un dialogue, il faut qu'ils se disent, OK, je suis prêt à rentrer dans cette cuve. À côté de moi, il y a un instructeur qui est en train de me gueuler dessus. Là, je vais faire 50 mètres de nage. Ensuite, je vais aller chercher un plongeur qui a 8 mètres de profondeur. Voilà, et puis à force de le faire, tout simplement, il va savoir gérer son stress. En fait, par exemple, moi, j'ai l'habitude de faire ça au début. À chaque fois, j'allumais ma douche, les quelques secondes, hein, en règle générale, c'est entre 10 et 15 secondes où l'eau est froide. Et ben, j'allais dessous. Mais j'allais dessous, c'est pas pour me faire m'entraîner au froid, parce que ça, on n'y arrive jamais, à part Mike Horn, on va dire. Mais c'est juste pour que mon cerveau analyse la situation. C'est-à-dire que quand je ferme les yeux et je me mets sous cette eau froide, je me dis, OK, je suis dans la cuve, je suis en train de passer les tests pour devenir force spéciale. Je ne suis pas chez moi sous ma douche. Non, je suis en train de rentrer dans cette cuve pour passer les tests. Et à chaque fois, et si on le fait tous les jours, 2, 3 mois avant, en fait, au bout d'un moment, le cerveau, il va analyser ce stress, l'eau froide, et le jour J, en fait, au lieu d'avoir le cœur qui bat à 180, et ben, le cerveau va se dire, non, c'est bon, je connais cette sensation, je connais ce stress, et du coup, le cœur battra beaucoup moins fort. Et le gars sera beaucoup plus apte à réaliser son épreuve. Voilà. Le stress, vraiment, c'est ça, c'est vraiment accepter d'être stressé, mais il faut pouvoir l'anticiper. Waouh! C'est passionnant parce que je retrouve beaucoup de notions qui m'ont été partagées par un autre invité dans un épisode plus tôt. D'ailleurs, je crois que tu as un trajet long bientôt, donc je t'inviterai à l'écouter, peut-être que ça t'intéressera. Et c'est sur le subconscient. C'est un coach hypnothérapeute, préparateur mental qui accompagne des athlètes plutôt de très haut niveau, tu vois, des apnéistes avec des records mondiaux, des athlètes olympiques, etc. Et dans cet épisode, justement, il nous expliquait que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre l'imagerie et la réalité. Et qu'en fait, un excellent moyen de passer des paliers extrêmement importants en termes de performance dans le sport, c'est en utilisant l'imagerie. Et en fait, c'est ce que toi, tu as appelé le dialogue interne ou tu vois, les croyances aidantes ou supportantes. C'est ça en fait, tu vois, c'est comment est-ce que tu arrives à t'imaginer des situations, te mettre en situation pour, au moment où elle arrive, être prêt et puis la surmonter facilement. Je ne sais pas si c'est facile, mais en tout cas, la surmonter avec ton plein potentiel. Exactement. Et je raconte dans le livre le jour où j'ai été le plus stressé dans ma carrière. Et ça sera la surprise du chef, on va dire. Et, non, tout ça, en 2 mots, c'est le jour où voilà, j'ai reçu une balle en plein dans la plaque. Et du coup, j'ai été projeté en arrière. Et puis, je le raconte dans le livre. Waouh! Écoute, et du coup, ça c'est du teasing. Gros stress. Ouais, j'imagine. Écoute, je me précipite sur une librairie dès le 19 novembre pour aller lire ça. On arrive au bout. Je sais que tu as un rendez-vous juste après. Donc, un grand merci, Matt. Peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de façon très synthétique, ou quel serait le message en une phrase que tu aurais envie de partager après 20 ans dans les forces spéciales? Réalisez vos rêves, hein, tout simplement. Il faut pas s'arrêter à quelqu'un qui va vous stopper dans votre élan. Si vous avez décidé de faire quelque chose, si vous avez décidé, si vous avez un objectif, faites-le. Faites-le vraiment et
ne vous arrêtez pas au premier obstacle. Allez jusqu'au bout des choses. Super. Un immense merci, Matt. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai hâte d'entamer la lecture de ton livre Objectif Force Spéciale. Et puis, je te dis à une prochaine pour de nouveaux récits, peut-être. Super. Merci à toi, Loïc. Et puis, hâte d'écouter tout ça. Hâte de te réécouter à travers d'autres podcasts. Donc, merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Salut, Matt. Ciao.